Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité à 16h. Vladimir Poutine réunira son conseil de sécurité demain. Annonce faite ce dimanche par le Kremlin au lendemain de l'explosion sur le pont de Crimée. Que faut-il en attendre? Pourquoi cette réunion? On va en parler dans un instant avec nos invités. Dans le sud de l'Ukraine, Kiev déplore la mort d'au moins 17 habitants de Zaporijia. De nouveaux bombardements ciblant des populations civiles après ceux de jeudi. Le président Volodymyr Zelensky dénonce un acte inhumain et terroriste de la Russie. Le mouvement de grève reconduit dans les raffineries et pour certains automobilistes, trouver du carburant est toujours aussi compliqué. Les files d'attente s'allongent alors que la direction de Total Energy se dit prête à avancer les négociations salariales à octobre si les blocages prennent fin. Vladimir Poutine réunira donc son conseil de sécurité demain. C'est une annonce du Kremlin aujourd'hui, au lendemain de cette explosion qui a eu lieu hier sur le pont de Crimée. On va en parler avec nos invités. Thomas Friang, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général à l'Institut Open Diplomacy. Qu'est-ce qu'il faut comprendre selon vous de cette annonce aujourd'hui? Pourquoi Vladimir Poutine réunit-il ce conseil de sécurité demain? Il a probablement besoin de faire le point avec ses états-majors sur la réaction à adopter, la posture à prendre après l'explosion qui a frappé ce pont. Ce pont nécessite une réaction politique à ses yeux, à mon avis, parce qu'il a une portée symbolique importante. C'est une infrastructure qui avait été voulue par Poutine et qu'il a portée personnellement pour pouvoir arrimer la Crimée. D'ailleurs, avant son annexion par la Russie sous la forme d'un référendum factice en 2014, puisque ce pont le démarrage des plans du pont, des travaux, a été imaginé au moment de la rupture de l'accord UE-Ukraine par le président ukrainien pro-russe en 2013. Et donc, c'était un symbole important qu'il avait lui-même incarné, puisqu'il est allé à 2 reprises l'inaugurer. L'inaugurer d'abord pour la voie ferroviaire, et puis pour la voie routière, et puis ensuite pour la voie ferroviaire. Donc, c'est un pont qu'on surnommait les ponts de Poutine, une infrastructure de génie civil qui faisait pleinement partie de la stratégie d'annexion de la Crimée par la Russie, puisque la Russie a investi beaucoup dans les infrastructures en Crimée pour pouvoir s'assurer du soutien des populations civiles dans la zone. Aujourd'hui, elle compose d'ailleurs, parmi les 2 millions d'habitants de la Crimée, 65% sont russes. Donc c'était un symbole très important, un symbole à la fois pour les civils russes qui vivent en Crimée et qui pouvaient espérer l'emprunter pour fuir si jamais des attaques ukrainiennes revenaient vers la Crimée. Et puis dans l'autre sens, un des moyens par lesquels la Russie pouvait approvisionner les troupes russes qui se battent notamment sur le front de Kherson. Et vous pensez que c'est ce symbole-là, attaqué hier, qui justifie aujourd'hui cette décision de Vladimir Poutine de rassembler ce Conseil de sécurité demain? Parce que est-ce que ça veut dire que les choses sont trop compliquées pour Vladimir Poutine, qu'il faut qu'il réunisse d'urgence ce Conseil? Non, je pense que l'événement est un déclencheur, peut-être qu'il n'est pas forcément d'ailleurs un déclencheur provoqué par les Ukrainiens, parce qu'on peut s'interroger sur la capacité des Ukrainiens à frapper cette infrastructure. Peut-être que tout ça a été organisé différemment. Mais en tout cas, c'est un déclencheur dans une phase nouvelle du conflit. Une phase qui intervient après 3 échecs successifs et la nomination pour clôturer cette page d'un nouveau commandement des opérations. L'échec d'abord du raid pour changer le régime de Kiev au tout début des opérations. Ensuite, l'offensive généralisée avec une volonté d'une guerre d'annexion qui s'est enrayée dès la fin du printemps et qui s'est stabilisée au début de l'été. Et puis l'échec face aux contre-offensives ukrainiennes. Donc à l'issue de ces 3 échecs-là, il a eu besoin d'avoir recours d'une part à la mobilisation générale, d'autre part à la menace plus ou moins diffuse du recours à l'arme nucléaire et d'installer un nouveau commandement. Et ce symbole du pont, qui n'est qu'un symbole, mais qui est un symbole important pour lui personnellement, vient parasiter ce moment de bascule dans l'histoire du conflit, sur lequel il a peut-être besoin de réagir. Moi, je pense que ce symbole auquel il est associé directement, par son image, par son incarnation politique, est peut-être un symbole qui le pousse à intensifier d'une manière ou d'une autre la façon dont il souhaite conduire les opérations. Et c'est peut-être ça qui l'a amené à réunir le Conseil de sécurité demain, puisqu'il avait dit à plusieurs reprises que d'abord
des contre-offensives sur les territoires annexés par des référendums factices amènerait une escalade, et de fait c'est le cas, et qu'ensuite il y a quelque chose qui n'a pas été formellement verbalisé mais que tout le monde comprend bien, c'est que la Crimée étant dans la tête des Russes tout court, et n'étant pas une portion du territoire ukrainien qui aurait été désireuse de rejoindre la Russie, puisque je le rappelle, la Crimée c'est un don entre guillemets de Khrouchtchev en 1954 à l'Ukraine, qui pour symboliser pour fêter le 300e anniversaire de la réunification de l'Ukraine et de la Russie. Donc les Russes ont toujours considéré, la population russe et les états-majors russes ont toujours considéré que la Crimée était parfaitement russe. Ils l'ont masqué avec le référendum d'annexion. Mais là, si des contre-offensives se mènent sur le terrain criméen, c'est d'autant plus nécessaire pour Poutine que de réagir, parce qu'on s'attaque à quelque chose qui, aux yeux de sa population, mérite une attention encore plus forte que le reste des territoires qu'il a annexés plus récemment par d'autres référendums factices, c'est-à-dire les 4 oblasts de Kherson, Zaporijia, Donetsk et Lugansk. Il y a 2 hommes qui sont de plus en plus ouvertement critiqués après les revers essuyés par les forces russes, le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu et le chef d'état-major Valery Gerasimov. Shoïgu qui a notamment été critiqué par le chef de l'organisation paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce qu'il y a en ce moment des luttes d'influence dans les arcanes du pouvoir russe? C'est ce qui est en train de se passer pour bien qu'on comprenne. Alors absolument, je pense que cette question elle est très importante, elle mérite un développement un peu poussé et qui est glissant. Et on est obligé que de formuler des hypothèses, parce que moi je dois vous avouer que je suis pas en contact avec des officiers généraux russes directement, donc je peux que faire des suppositions à partir de ce qu'on voit. Ce qu'on sait, c'est que dans un régime très centralisé, très autoritaire, comme est le régime russe, la concentration du pouvoir crée un phénomène de cour qui est toujours anthropique et qui, en période de guerre, provoque des rivalités de pouvoir entre les différentes forces armées qui sont considérables. Donc, à ce chaos-là s'ajoute le fait que les opérations se passent mal et que dans le jeu de cour qu'il y a autour de Poutine, il y a des rivalités. Pour accéder simplement par ambition à des fonctions plus importantes entre les différentes composantes des armées et des services de renseignement, et que le chaos de la guerre, ajouté au chaos du régime, provoque des rivalités qui sont un peu plus fortes, puisque tout le pouvoir politico-militaire russe est géré de façon oligarchique autour de Vladimir Poutine. Ce qu'on sait de façon factuelle, c'est qu'il a été établi par les renseignements américains et publié par les renseignements américains qu'il y avait de la contestation dans le tout premier cercle de Vladimir Poutine. Et ces révélations sont intervenues après des critiques ouvertes, vous l'avez dit tout à l'heure, du commandant des forces Wagner, donc des forces paramilitaires russes, d'une part, et également du leader tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui a d'ailleurs été promu au rang de général d'armée, après avoir exprimé des différends sur la façon dont les opérations ont été gérées. Tout ça s'inscrit donc, ces rivalités de pouvoir ne sont pas seulement des rivalités de pouvoir, sont aussi des rivalités de la façon de penser la guerre, avec une question majeure qui est en substrat, faut-il ou non, pour le régime russe, se sortir de la situation en ayant recours à une arme de destruction massive, voire à l'arme nucléaire tactique? Et il est peut-être pour ça intéressant d'observer que le symbole qui a été détruit hier, étant tellement lié à l'incarnation politique de Vladimir Poutine, que pour les tenants du régime qui poussent Poutine à utiliser l'arme nucléaire tactique, voire d'autres types d'armes de destruction massive, est un moyen de faire pression sur Poutine pour lui dire voilà, c'est allé trop loin, on essuie trop d'échecs, ces échecs ils sont directement associés à ton nom maintenant, il va falloir passer à une étape supérieure dans le conflit. Il y a donc des rapports de force entre ceux qui veulent gagner du pouvoir et ceux qui veulent pousser une escalade. C'est peut-être ça qui va devoir se résoudre. Je pense que Poutine avait essayé de le résoudre en nommant un nouveau commandant à la tête de l'opération militaire spéciale, mais en tout cas, il va devoir mettre de l'ordre demain avec son Conseil de sécurité en donnant des directives plus claires sur la façon dont il veut poursuivre le pilotage des opérations. Comme vous le dites, ce Conseil de sécurité nous permettra peut-être d'y voir plus clair, parce que c'est effectivement beaucoup d'hypothèses pour le moment sur ce que la vision de Poutine, en tout cas l'actualité aujourd'hui, ce sont également ces nouveaux bombardements sur le terrain en Ukraine, avec ces 17 personnes au moins qui ont été tuées à Zaporijia. C'est ce qu'annoncent en tout cas les autorités ukrainiennes. Des maisons, des habitants d'immeubles, de maisons ont été ciblés. Zaporijia qui a été bombardé 2 fois en seulement 36 heures. Adélaïde Malavo. Ce quartier de Zaporijia a été ravagé.
comme cet immeuble de 9 étages éventré cette nuit par un bombardement. Tetiana habite avec son mari dans l'un des appartements touchés. Ils ont entendu les sirènes en pleine nuit et se sont aussitôt mis à l'abri. Il y a eu une explosion, tout tremblait. Nous ne savons rien. Nous étions ici, sinon je ne sais pas ce qui aurait pu nous arriver. Nous étions ici, contre le mur, sur la chaise, et tout volait. Et j'ai crié. Il n'y a rien ici, aucune industrie, aucun militaire, aucune usine. Pourquoi nous bombardent-ils? Pourquoi? Au total, une dizaine de missiles a touché la ville. Le bilan humain est lourd, de 12 à 17 victimes selon les sources et plus d'une quarantaine de blessés, dont 6 enfants. Sur ces images, les différents services de secours tentent de sécuriser la zone et évacuent les victimes. Des bombardements condamnés fermement sur Telegram par Volodymyr Zelensky. Encore Zaporijia, des frappes sans pitié sur des personnes pacifiques à nouveau. La méchanceté absolue, le mal absolu, des sauvages et des terroristes. Dans un autre quartier de la ville également touché, le constat est le même. Les civils n'ont pas été épargnés. On s'est précipité dehors. Quand on a quitté le couloir, une voisine est sortie en courant avec son fils aîné et elle a crié que son mari était mort. Tout le mur a été arraché et leur appartement s'est effondré dans le nôtre. Jeudi dernier, la ville avait déjà été la cible de 7 missiles. 17 personnes avaient été tuées. Thomas Friot, pour vous, c'est directement lié, ces nouvelles frappes sur Zaporijia, à ce qui s'est passé hier sur le pont de Crimée? En fait, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que le même jour que la destruction du pont de Crimée, la centrale de Zaporijia, donc le cœur énergétique de la région, qui, je le rappelle, produit 20% de l'électricité ukrainienne et qui est la plus grande centrale nucléaire d'Europe, avait été frappée elle-même. Et bien sûr, on peut être choqué, interpellé par les bombardements sur la population civile, mais une des interprétations qu'on peut avoir de la situation, c'est de se dire que en dépit du côté dramatique de ces images, il y a quelque chose d'encore plus grave, c'est le fait que cette centrale a été coupée par des frappes sur les sources d'énergie qui l'alimentent, de ce qui permet à ces générateurs de fonctionner, ce qui a nécessité de faire appel aux générateurs d'urgence, avec des dangers sur les fonctions essentielles de sûreté et de sécurité nucléaire, dont les fonctions de refroidissement. Une alerte de l'Agence internationale de l'énergie sur ce sujet. Et le directeur général de cette agence, Raphaël Grossi, qui pousse à nouveau pour une zone de protection autour de la centrale. Ces images-là nous rappellent à quel point il est difficile d'envisager la mise en place d'une zone de protection autour de la centrale, puisque la Russie a ostensiblement fait le choix de maintenir un niveau de pression par des bombardements sur l'ensemble de la ville, avec encore et encore des civils qui meurent. Mais un enjeu, 17 morts, c'est grave évidemment, mais un enjeu encore plus grave, c'est que si cette centrale perd ses fonctions d'alimentation et donc mise en danger, c'est un danger nucléaire qui est bien plus important, qui est important pour les Ukrainiens parce que en fait ça fait peur, enfin ça touche, si j'ose dire, aux peurs civilisationnelles les plus profondes dans la nation ukrainienne, qui sont il y a toujours eu la peur de la famine, mais de l'autre côté, avec les famines de Staline, mais aussi et surtout la peur d'un désastre à la Tchernobyl. Alors on sait que sur la centrale de Zaporijia, ça serait pas un désastre à la Tchernobyl qui pourrait se produire d'après les experts nucléaires. Néanmoins, on touche à la menace d'un désastre nucléaire civil, qui fait pleinement partie du registre de la peur que manient les autorités russes, avec tantôt des menaces directes militaires prononcées par Vladimir Poutine et son entourage de l'emploi du recours à l'arme nucléaire tactique ou stratégique, et puis tantôt des tirs sur des infrastructures civiles, en l'occurrence énergétiques, qui pourraient provoquer en tant que tels des dégâts majeurs. Merci Thomas Friand. Restez avec nous. On se retrouvera dans notre journal de 16h30. Retenez également cet autre rendez-vous, Ligne Rouge, qui diffusera demain à 20h50 une série en 3 épisodes consacrée à l'occupation de la centrale de Tchernobyl au premier jour de l'offensive russe en Ukraine. Ça s'appelle Tchernobyl, centrale en otage. Des Ukrainiens pris en otage qui ont réussi à garder leur téléphone portable et à filmer leur quotidien. Regardez cet extrait de cette nouvelle série signée Pauline Revenat, Régis Desconclois et Alexandre Funel. À Tchernobyl, les militaires russes ont confisqué tous les téléphones portables.
et détruit toutes les caméras de vidéosurveillance. Mais les 4 touristes ukrainiens, eux, ont réussi à garder de quoi filmer. Au sous-sol, il n'y avait pas de bruit. On ne savait pas ce qui se passait dans la centrale. Il y avait de la lumière allumée 24 heures sur 24. Chacun restait dans ses pensées. On a examiné toute la pièce. On scrutait le plafond. On a passé ces premiers jours dans la stupeur, impuissant, hébété. Передайте привет будущим себе. Нагреватель подсветили. А так-то живем в подвале. Там закрыто, и мы... Autre grand titre de l'actualité de ce dimanche, la galère toujours dans les stations-service qui se poursuit. Le mouvement de grève chez Total Energy et ExxonMobil a été reconduit dans les raffineries. Des chiffres à vous donner. À 15h ce dimanche, 29,7% de stations-service connaissent des difficultés sur un produit au moins, contre 21% hier. Nette augmentation encore. Les Hauts-de-France et l'Île-de-France sont particulièrement touchés. Et on va voir comment ça se passe sur le terrain avec vous, Marion Rossel. On vous retrouve à Bièvre, en Essonne, en Île-de-France. On a dit le département est particulièrement impacté en France aujourd'hui, puisque l'Île-de-France, il y a aujourd'hui que 44,9% de stations en rupture d'au moins un produit. Quelle est la station aux pompes où vous vous trouvez actuellement ? Eh bien ici, il y a encore de l'attente. Alors une vingtaine, trentaine de minutes, vous l'apercevez derrière moi, il y a plusieurs dizaines de voitures qui font la queue. Il faut dire que c'est une des rares stations qui reste donc ouverte dans le secteur. Alors forcément, les automobilistes affluent, notamment pour faire le plein avant de reprendre le travail demain. Station encore ouverte, mais ici, il n'y a que du gasoil, il n'y a plus d'essence et c'est le cas déjà depuis hier soir. Alors je suis avec Daniel, vous êtes client, vous venez de mettre de l'essence. Est-ce que vous avez eu du mal justement à trouver une station ? J'en suis à peu près à la 5e station, en début d'après-midi, et tout était fermé, que ce soit par chez moi ou vers le périphérique, où il y a que là qu'il y avait encore un petit peu de gasoil. On est limité à 30 litres par personne. Et donc justement, vous avez pu remplir un petit peu le réservoir, vous êtes soulagé ? J'ai mis que 20 litres, parce que je pense aux autres, si tout le monde fait le plein avec les jerrycans et compagnie, c'est nettement moins bien pour ceux qui sont derrière. Oui, justement, là, il y en aura peut-être un petit peu plus pour tout le monde. En tout cas, ici, les agents espèrent que le stock de gasoil permettra de tenir au moins jusqu'à ce soir et aussi jusqu'à demain, car ils espèrent enfin être livrés de l'ensemble des carburants. Merci beaucoup Marion Russel, donc avec Thomas Loriot à Bièvre en Île-de-France. Alors il y a la situation très compliquée pour les particuliers, mais également bien sûr pour les professions concernées. Inquiétude pour tous ces professionnels, on va voir ça avec Aurore Villemur et Pierre Humez. Accès réservé aux professions de la santé. A priori, dans cette station, les soignants ne devraient rencontrer aucune difficulté pour faire le plein de carburant. Mais en réalité... c'est annulé, il n'y a plus de carburant apparemment. On se retrouve comme des cons. Voilà. Agacement de ces Lillois qui ont déjà fait le tour des stations dans le coin et pensaient pouvoir enfin remplir leur réservoir et travailler sereinement. Mais ici, aucun carburant n'est disponible. Il me reste 20 km, je suis infirmier libéral, j'ai encore 40 patients à voir aujourd'hui. Je m'y suis pas pris à la dernière minute, mais ça commence à devenir critique. Donc à partir de lundi, mardi, je vais voir avec mon responsable comment on fait. Des fois, ils disent il y en a à tel endroit, on y va, et en fait, il n'y en a pas. Ou alors il y a tellement de monde que c'est peine perdue. Ça fait peur. Des soignants qui vont devoir trouver une solution en urgence. Je vais aller en Belgique pour essayer de trouver du carburant. C'est la 5e station que je fais qui est en rupture, donc je vais aller en Belgique. Ouais. On abandonne en France. Je vais voir avec mes collègues pour voir si on peut se partager la tournée en plusieurs. Je vais prendre la voiture de mon épouse parce qu'elle a un peu d'essence, mais ça devient quand même compliqué. Dans le Nord, la préfecture a répertorié 12 stations-service réservées aux professions prioritaires et appelle au civisme et à la responsabilité de chacun. Dans ce contexte de forte tension sur l'énergie, le groupe Total Energy a communiqué ce dimanche cette information. Il propose d'avancer au mois d'octobre ces négociations annuelles sur les salaires, à condition que les grèves dans plusieurs de ces raffineries et dépôts de carburant qui génèrent des ruptures d'approvisionnement cessent
rapidement. Donc des négociations qui seraient avancées d'1 mois. Elles étaient prévues initialement au mois de novembre. Une image également à vous montrer, c'est l'arrivée d'Elisabeth Borne, la première ministre en Algérie. Elle est arrivée il y a quelques minutes à Alger. Voici son arrivée, accompagnée de pas moins de 16 ministres pour cette visite de 2 jours en Algérie, pour donner une impulsion nouvelle sur fond de réconciliation amorcée en août par Emmanuel Macron. Il y aura notamment la délicate question des visas, dont Paris a restreint la distribution dans les 3 pays du Maghreb. Des signatures de contrats à la clé, bien sûr, mais le gaz, lui, n'est pas à l'ordre du jour. Restez avec nous. Dans un instant, nous reviendrons sur ces grèves dans les raffineries et les dépôts de carburant qui se poursuivent encore ce dimanche. Les files qui s'allongent devant les stations-service, pas toujours réapprovisionnées, mais Total qui ouvre la porte à la négociation demain avec les syndicats et qui se dit ouverte à des négociations salariales avancées au mois d'octobre si les perturbations, les blocages cessent. On en parle dans un instant dans notre journal de 16h30. À tout de suite. Casting 50 ans, feu vert. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, rallume. Joyeux anniversaire. Hey, 50 ans, ça se fête. Fais péter ta roue, Peter Pan. Et voilà. Par contre, on n'a pas de cadeaux, hein. Pas besoin. Cette année, c'est moi qui fais les cadeaux. Comment les ça? cadeaux aux clients. Il est fou, ce matin. Et qui va te remplacer? Ah bah ce sera pas la mousse. Chez Feu Vert, cet hiver, c'est les promos qui tombent du ciel. Profitez de 40% de remise immédiate sur les chaussettes à neige marque Polaire, conforme loi montagne. Feu Vert, rien ne remplace l'expert. Intelligente, autorégulée et automatique. Ma piscine Magiline devient connectée au son de ma voix. Balnéo. Et obéissante du bout de mes doigts. Fini les contraintes. Les vacances à domicile. Piscine Magiline, piscine nouvelle génération. Pour ceux qui ne s'arrêtent jamais. Nouvelle utilitaire Renault Kangoo Van E-Tech 100% électrique, meilleure autonomie de sa catégorie, à découvrir pendant les jours Pro Plus du 3 au 12 octobre. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Voici le nouveau projet d'Eric. Et avec la fibre, il l'envoie en un instant. Ce sont les plans d'un bâtiment pour sa prochaine commande. Lucie, sa cliente, a reçu les fichiers en toute sécurité et... c'est validé. Une fois sa start-up installée, Mehdi a pu travailler avec son équipe sur place et à distance pour développer à son tour son nouveau projet. TPE, PME, avec les solutions SFR Business, développez l'agilité de votre entreprise et boostez votre activité. Si vous n'êtes pas du genre à filer des coups de main, que faire de la place aux autres, c'est vraiment pas votre truc. Que leur confort vous importe peu. Et qu'aider les autres n'est pas dans vos habitudes. Soyons honnêtes, cette voiture n'est vraiment pas faite pour vous. Nouveau Citroën C5 Aircross hybride rechargeable est à partir de 449 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Portes ouvertes du 14 au 17 octobre. Devis, facture, compta. Chez nous, EBP est partout. Et pour nous dirigeants, c'est aussi un outil de pilotage très performant. Je pilote mon activité. Je surveille ma trésorerie. Je collabore avec mon expert comptable. Tout ça, où que nous soyons. EBP, ce qui compte, c'est vous. Est-ce que Chloé ne va pas prendre sa voiture ce soir parce qu'avec son assurance auto-alliance, moins elle roule, moins elle paie? Non, évidemment. Si Chloé ne conduit pas ce soir, c'est parce qu'elle fête ses 30 ans. Et que la nuit risque d'être longue. Avec l'assurance auto Petit Rouleur Alliance, moins vous roulez, moins vous payez. Et en ce moment, jusqu'à 2 mois de cotisation offerts. La voiture est prête. On prend la mienne. C'est pas mon genre. Ah, un décapotable.
Alors, je suis électrisé. Nouvelle Fiat 500 Red, des 159 € par mois sans condition de reprise. Déjà plus de 80% de Fiat 500 vendus en électrique. Pourquoi pas vous? Êtes-vous prêt à passer une Nova Nuit? Endormez-vous plus rapidement. Réveillez-vous moins souvent. Et soyez en forme le matin. Nova Nuit Triple Action libère plus rapidement la mélatonine pour passer une Nova Nuit. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 €. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Youhou! Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. On est super bien chez toi, Marco. Ouais, j'ai fait installer des radiateurs électriques Atlantique et depuis il fait super bon à la maison. Alors tout de suite on est détendu. Bah ouais. Atlantique, on est bien chez vous. Qui a dit que l'électrification ne pouvait pas vous surprendre? Nouveau Nissan Qashqai e-Power. Le plaisir de l'électrique, sans recharge. Venez l'essayer en concession. Dans la vie, il y a différentes façons de dire au revoir. Il y a les au revoir réconfortants, les déchirants, les au revoir de loin, de près, et ceux qui restent gravés à tout jamais. Et puis, il y a le dernier au revoir. Que faire quand un décès survient? Qui contacter? Appelez le 3012, une équipe urgence décès PFG vous prend en charge immédiatement de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG. La météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. La météo avec Best Western Hotels and Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. Une dépression au large des Baléares et résultat, on a eu de l'instabilité et même de l'instabilité un petit peu plus marquée que prévu sur l'extrême sud-est, sur la Corse, en tout cas sur la Côte d'Azur avec des pluies, donc toujours en course ce dimanche. Toutefois, la tendance est à l'amélioration après les fortes intensités de la nuit dernière. Demain matin, on va retrouver pas mal de nuages cette fois-ci, changement de programme sur l'ouest, jusque sur le sud-ouest d'ailleurs, mais dans une moindre mesure. Il y aura quelques brouillards, quelques précipitations. Ensuite, c'est un dégradé nuageux. On aura quelques nuages aussi sur le golfe du Lion et encore un petit peu d'instabilité sur l'extrême sud-est, sur la Corse. Ailleurs, de belles éclaircies dans l'est. Et puis demain après-midi, la bande pluvio-nuageuse va gagner un petit peu de terrain. Elle libérera d'ailleurs les côtes de la Manche qui vont retrouver de belles éclaircies. Ça restera assez instable sur le sud-ouest en remontant sur la région centre. Ailleurs, de belles éclaircies, mais encore de l'instabilité sur les régions situées à l'est du Rhône et sur la Corse. Un coup d'œil à vos températures. Maintenant, demain matin au lever du jour, des valeurs en hausse. 6 degrés, ce sera du côté de Nancy. Il fera 10 à Paris. On attend 16 à Biarritz, 17 degrés du côté de Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures seront stationnaires. Encore 25 à Toulouse. C'était la météo avec Rodi, le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Best Western Hotels and Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. La meilleure économie d'énergie est celle qu'on ne consomme pas. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique et phonique par l'extérieur avec aide de l'État.
16h30, bienvenue dans l'après-info. Si vous nous rejoignez à la une aujourd'hui, cette grève qui se poursuit dans les raffineries et les dépôts de carburant. Conséquence, les tensions persistent dans les stations-service et les files d'attente s'allongent sans cesse avec près d'une station sur 3 en difficulté ce dimanche, selon les derniers chiffres du gouvernement. De son côté, la direction de Total Energy se dit prête à avancer à octobre les négociations salariales avec les syndicats à condition que les blocages cessent. Nous serons tout à l'heure dans une station du nord de la France, dans le Pas-de-Calais, avec Anne-Sophie Varmont. Vladimir Poutine réunira son conseil de sécurité demain, annonce faite ce dimanche par le Kremlin au lendemain de l'explosion sur le pont de Crimée. Que faut-il en attendre? Pourquoi cette réunion? On va en parler dans un instant avec nos invités. Et puis dans le sud de l'Ukraine, Kiev déplore la mort d'au moins 17 habitants de Zaporijia. De nouveaux bombardements après ceux de jeudi. Volodymyr Zelensky dénonce un acte inhumain et terroriste. L'actualité, on vous le disait aujourd'hui, c'est notamment ce mouvement de grève qui touche plusieurs raffineries et dépôts de carburant depuis déjà dizaines de jours. Un mouvement reconduit aujourd'hui encore chez ExxonMobil et Total Energy. Vous voyez ce chiffre communiqué par le gouvernement. Près de 30% de stations sont en difficulté sur au moins un type de carburant en moyenne. Aujourd'hui, on va voir la situation sur le terrain. Anne-Sophie Varmont, vous êtes dans le Pas-de-Calais sur l'aire de Wancourt-Est sur l'A1. C'est la galère autour de vous aujourd'hui ? Ah bah oui, tout à fait, c'est la galère. Il y a une heure, quand on se retrouvait déjà ici, on vous disait qu'il restait du samplon 98. Bah maintenant, regardez, c'est fini. Voilà, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, qu'il y a une station qui a un carburant ou plusieurs, eh bien, les gens, ils le voient sur les applications. Ils viennent pour faire le plein. Et comme il y a cet effet quand même de peur et puis aussi de nécessité pour le reste de la semaine d'avoir du carburant pour aller travailler, eh bien les gens, même s'ils n'en ont pas forcément besoin parce qu'il leur reste la moitié, eh bien ils vont aux pompes à essence et du coup, eh bien il y a cette surconsommation qui crée des pénuries. Alors vous parliez de ce chiffre de 30% sur l'ensemble de la France, mais dans le Pas-de-Calais, c'est 60% des stations qui connaissent des difficultés sur un carburant ou plusieurs. Donc vous imaginez, c'est très très compliqué ici pour faire le plein. D'ailleurs, on en discutait tout à l'heure avec les gendarmes et ce qu'ils conseillaient clairement aux conducteurs, c'était même de passer la frontière pour espérer pouvoir remplir son véhicule. Parce qu'ici, sur les secteurs, c'est très compliqué et quand on regarde ces applications, eh bien, on voit bien que toutes les stations actuellement, elles sont vides. Du coup, eh bien, les gens, ils n'ont pas le choix que de faire demi-tour. Certains nous disent qu'ils allaient peut-être essayer de faire plus de télétravail, mais pour ceux dont ce n'est pas possible, eh bien, il va leur rester une seule solution, c'est de faire peut-être du covoiturage. Merci beaucoup Anne-Sophie Varmont, donc dans le Pas-de-Calais pour BFM TV où c'est vraiment compliqué autour des stations-service. À nouveau ce dimanche, vous êtes avec Julie Poncet. Une réaction également celle de Total Energy, la direction qui ce dimanche se dit prête à avancer les négociations annuelles à octobre sur la seule question des salaires, notamment avec la CGT, mais à une condition et pas des moindres, que les blocages cessent. Et réaction également d'Aurore Berger, qui était l'invitée de BFM Politique. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale qui refuse de parler de pénurie et estime que la CGT empêche certains Français de s'approvisionner en carburant. On l'écoute. Une pénurie, c'est pas le juste mot, tout simplement. Parce que pénurie voudrait dire qu'encore une fois, on n'arrive pas à approvisionner nos stations. Ça n'est pas le cas. Ce qui est le cas par contre, c'est des tensions qui sont très graves et qui sont beaucoup trop importantes dans un certain nombre de régions, la région Hauts-de-France notamment, qui commencent à l'être en Ile-de-France et qui doivent absolument être levées. Comment c'est levé? Le fait qu'on puisse approvisionner tout au long du week-end, alors que normalement on n'a pas le droit de pouvoir le faire. C'est dérogatoire, ce que vous dites, les poids lourds qui peuvent circuler aujourd'hui. Y compris ce dimanche. Le fait qu'on a des approvisionnements maintenant 2 fois par jour, alors que normalement on est sur un rythme beaucoup moins soutenu. Mathieu Coach du service politique de BFM TV est avec nous. On entend Agnès Pannier-Runacher Aurore Berger qui dit qu'il n'y a pas de pénurie. Ce n'est pas une pénurie. Les chiffres disent le contraire, l'image aussi qu'on a vue avec Anne-Sophie Varmont également. Alors je vous confirme, personne ne veut parler de pénurie. C'est un peu le mot tabou au gouvernement. Pourtant, les chiffres, ils sont très mauvais parce qu'on est passé de 21% des stations-service qui connaissent des difficultés sur au moins un produit hier à 30% aujourd'hui, 29,7%. Et c'est pire dans certaines régions, 55% dans les Hauts-de-France, 45% en Ile-de-France. En plus, quand on parle d'un produit, on ne dit pas lequel. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il est carrément impossible de se procurer du samplon 95, 98, peu importe, il n'y a que du gazole. Donc oui, on peut parler de pénurie, au moins de pénurie locale et qui touche des régions entières. Alors malgré tout, le ministère de la Transition
énergétique nous dit que les mesures commencent à payer un peu, mais qu'on va surtout voir les résultats de ces mesures demain. Ça devrait aller mieux demain. Voilà ce qu'on nous dit, notamment parce que les dépôts de carburant qui sont habituellement fermés le week-end ont été autorisés à travailler aujourd'hui, que les camions ont pu circuler, qu'il y a eu cette libération des stocks stratégiques et que tout ça, eh bien, devrait permettre une hausse des livraisons de 20% par rapport au flux habituel. Ça, c'est ce que nous dit donc le ministère de la Transition énergétique. Et puis l'autre problème qui est soulevé par ce ministère, eh bien, c'est qu'il y a une véritable ruée dans les stations-service, au-delà des consommations habituelles de carburant, plus 30% dans certaines zones, donc c'est beaucoup. J'appelle tous nos concitoyens à ne pas faire de stock pour que chacun puisse faire son plein. Voilà le message de la ministre Agnès Pannier-Runacher qui, on le rappelle, a le Covid. Et donc, mais qui continue de travailler, comme elle a dit, à distance, et on le constate. Mathieu, quelle est la ligne de la majorité et du gouvernement? À qui la faute vraiment sur cette histoire? On l'a un peu senti avec Aurore Berger tout à l'heure dans BFM politique, qui trouve inacceptable que les salariés fassent des grèves préventives avant des négociations salariales déjà prévues. En fait, la ligne, eh bien, ça va être, eh bien, de blâmer les salariés de la CGT. L'attitude de la CGT est inouïe, nous disait un ministre aujourd'hui qui dénonce une grève préventive dans un secteur où les salaires sont déjà élevés et dynamiques. Il y a des salaires qui ont fuité aussi de la part de quelques ministres et de responsables pour nous dire que voilà, cette grève est en quelque sorte une prise en otage. Du côté du parti Renaissance, c'est à peu près la même ligne. On remarque l'attitude responsable de la CFDT qui, elle, critique les méthodes de la CGT. En fait, si personne ne parle trop pour l'instant, c'est qu'on attend aussi le son de cloche de la Première ministre, du Président de la République. Alors, Elisabeth Borne vient d'arriver en Algérie. Elle va très certainement s'exprimer. Et puis, demain, Emmanuel Macron sera en Mayenne pour un Conseil national de la refondation. Et là aussi, il devrait s'exprimer sur la question. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, on a compris, la situation est compliquée pour les particuliers, mais aussi pour les professions prioritaires comme les infirmiers. Bonjour Christophe Maghetti, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes le président de l'Union régionale des professionnels de santé d'Île-de-France. Vous avez clairement un coup de gueule à pousser parce que vous êtes impacté, vous n'avez finalement pas de priorité par rapport aux autres. Ah oui, moi je suis très en colère. Et avant tout discours, je vais vous lire le SMS que je viens de recevoir de la part d'un pompiste. Bonjour, je vous informe que ce matin, la matinée s'est très mal passée et que j'ai dû faire appel à la police pour pouvoir fermer la station. Tout ça parce qu'on a laissé passer des ambulanciers et des infirmières. Menace de mort à 2 reprises. Malgré notre bonne volonté, vous comprendrez qu'on ne peut tolérer ce genre de comportement. Dorénavant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je vous invite à faire appel aux forces de l'ordre ou à la municipale pour vous accompagner jusqu'à la pompe de façon que tout soit en sécurité. Merci de votre compréhension. Alors, on me parle qu'il n'y a pas de pénurie. Ça fait 3 jours que je suis harcelé par les infirmières d'Île-de-France parce que je représente toutes les infirmières d'Île-de-France qui se déplacent quotidiennement, voire biquotidiennement, voire 3 fois par jour à domicile. Et le problème, c'est que j'ai appelé le préfet d'Île-de-France qui m'a renvoyé vers son directeur de cabinet, qui m'a renvoyé vers la préfecture de police en me disant que tout est sous contrôle, qu'il fallait que j'appelle les préfectures pour avoir. Nous ne demandons pas à être prioritaires. C'est pas ça que nous demandons. Nous demandons d'avoir un accès sécurisé. Parce que le dimanche, nous travaillons. Vous voyez. C'est quoi la différence, un accès sécurisé? C'est-à-dire qu'on soit sûr que quand on va à la pompe, on ait des carburants. Que ce soit. C'est pas être prioritaire, ça, c'est pas une demande de priorité. C'est une priorité, mais on veut pas. Vous êtes légitime, hein. Légitime, oui, mais on veut pas plus que les autres, mais on veut avoir un accès direct en cas de problème. Parce que vous ne bénéficiez pas de ces stocks. Du tout, des stocks stratégiques du tout. Ce matin, rue d'Alésia, il y avait 55 voitures. Moi, j'ai fait mon plein hier, j'ai attendu 1 heure. Mes collègues qui sont notamment celles du 77, du 95, du 91, voire même de la petite couronne qui font des longs déplacements, leur crainte c'est de même pas pouvoir rentrer chez elles le soir. On nous demande de sélectionner les patients. Comment on va sélectionner des patients? Nous on voit des patients qui sont diabétiques, qui ont besoin d'insuline matin et soir. Si on n'y va pas chez eux, qu'est-ce qui se passe? On va faire appel au SAMU qui n'ont plus également d'essence, des ambulances qui n'ont plus d'essence. Donc ces gens-là, ils sont en danger quelque part. On met en danger, donc on demande très rapidement, parce qu'on me dit que les livraisons vont arriver. Mais demain, c'est déjà trop tard. Nous, on travaille tous les jours. En ce moment, on est en train de bosser. Et moi, après votre émission, je repars travailler. Donc vous blâmez qui aujourd'hui? Mais je blâme, j'ai personne à blâmer. Je dis quelque part, c'est un peu. Qui est responsable selon vous? Difficile à moi, infirmier, de déterminer les responsabilités. Je pense qu'on a manqué de prévention. En France, le problème, c'est la prévention. Quelque part, on s'est dit, ça va passer, comme d'habitude. Sauf que j'ai entendu ce matin le ministre qui disait qu'en gros, c'est à cause des ristournes qui ont été faites
que les gens se précipitent à la pompe et que maintenant il n'y a plus d'essence. Donc demain, finalement, ça sert à quoi de faire des ristournes? Il n'y aura plus de ristournes. C'est pas la peine puisque les gens se ruent à la pompe. Quand t'appelais au civisme, moi je veux bien. Mais hier, dans le Val d'Oise, il y a une infirmière qui a été attaquée à coups de marteau. À coups de marteau, elle a été attaquée, l'infirmière. Vous vous rendez compte? L'infirmière qui faisait la queue pour... L'infirmière qui faisait la queue parce qu'elle essayait de passer... Dans une station-service. Dans une station-service. Elle attendait et quelqu'un est venu lui donner... Tout à fait, tout à fait. Ça en est là, entre le pompisme, des menaces de mort et des attaques contre les infirmières. Parce que si demain, moi, je passe devant tout le monde, mais ma voiture, je me fais défoncer. C'est scandaleux. Donc quand vous entendez le gouvernement qui, dans ses communiqués, dit que ça ira mieux demain, qu'on va libérer 20% de stocks supplémentaires... Mais qui est leur stock stratégique, qui les développe déjà en avance, avant de faire après. Moi, je demande de la prévention. Ça, c'était une situation qui était gérable à l'avance. Je suis désolé. Moi, j'ai prévenu l'ARS Île-de-France jeudi, j'ai prévenu le préfet d'Île-de-France vendredi, et aujourd'hui, ce matin, j'aurais prévenu la préfecture de police qui m'envoie... Moi, je leur demande que la liste... Ils vous disent quoi quand vous leur demandez? Ah mais ils m'envoient des mails. Ils me disent rien. Ils me disent appelez quelqu'un d'autre. Seule la préfecture du 95 a répondu et a donné une liste. Sinon pour les autres, c'est lettre morte. Quelle est la quantité si on peut la mesurer, d'infirmiers que vous représentez qui se sont plaints auprès de vous? C'est difficile, c'est non-stop. Vous savez, il y a 12 000 infirmiers en Ile-de-France, entre 10 et 12 000 si je compte les remplaçants. Moi j'ai des centaines d'appels. Parce que quelque part ils ont mon numéro de téléphone personnel. Et j'ai mon réseau. Parce que je suis également président de département. Mais là, j'agis en tant que président du RPS qui représente toutes les infirmières libérales. C'est important aussi parce que ça a un impact sur les soins après. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des visites qui ne se font pas. On nous demande de sélectionner des visites. Je suis désolé, qu'on est professionnel de santé, qu'on est responsable, on ne peut pas sélectionner nos soins. Alors effectivement, il y a des pansements qui sont pas forcément tous les jours, mais je pense aux injections d'insuline, je pense aux injections d'anticoagulants. Si ces gens-là n'ont pas leur traitement quotidien, voire bicotidien, il y a danger. Et je voudrais pas que quelque part on apprenne qu'il y ait des morts, parce que quelque part le risque il est là. Voilà. On a entendu en tout cas votre coup de gueule, Christophe Minghetti. Merci beaucoup de nous avoir expliqué la situation. Je vous en prie. Très concrètement avec les chiffres et la situation que vous vivez au quotidien. C'est important également de faire comprendre ça à nos téléspectateurs. Dans l'actualité internationale à présent, on parle de Moscou qui annonce que Vladimir Poutine réunira son conseil de sécurité demain. On en parle avec nos invités en plateau. Thomas Friang, directeur général à l'Institut Open Diplomacy qui est toujours avec nous. Et Anastasia Kirilenko qui nous a rejoint en plateau aujourd'hui, journaliste indépendante russe, co-réalisatrice du documentaire Poutine, la mafia et la Russie. Tout d'abord, Thomas Friang, qu'est-ce que ça représente ce conseil de sécurité qui va être réuni demain par Vladimir Poutine? Ça représente à la fois beaucoup et peu, parce que Poutine a une gestion de ses décisions militaires qui est très resserrée et il accorde assez peu d'importance au collectif dans la décision. On se rappelle au début des opérations, le moment où il avait réuni son conseil de sécurité et où il les avait impressionnés un par un, au point où je crois que c'était le général qui dirigeait les renseignements militaires qui s'était limite effondré sur sa chaise de peur d'avoir commis un impair public devant Vladimir Poutine. Donc c'est à la fois une instance qui masque la réalité d'un pouvoir très centralisé et en même temps ça veut dire que politiquement il veut passer un cap dans le contexte d'une forme d'escalade après plusieurs échecs opérationnels dans les différentes phases du conflit qu'il a engagé et une série de camouflets symboliques qui viennent de s'imposer à lui, les prix Nobel de la paix qui vont tous à des défenseurs de la liberté, des libertés civiles, y compris en Russie. Et évidemment le pont de Kerch qui a explosé en partie hier. Donc il y a peut-être une décision volontaire à prendre demain, dans un moment où après la mobilisation partielle et la nomination d'un commandant nouveau pour l'opération militaire spéciale, je mets des guillemets parce qu'en fait tout le monde sait que c'est une guerre, il voulait peut-être passer à autre chose. Vu la situation et la difficulté que représente plus profondément la mobilisation partielle qui n'a pas été un grand succès pour Poutine, il veut peut-être partager avec ses états-majors une décision importante. On découvrira demain de quoi il s'agit. Le risque, ce qu'on peut craindre, c'est en effet une forme d'escalade vu la rhétorique qu'il a employée dans les dernières semaines. Anastasia Kirilenko, pour vous, ça veut dire quoi, cette décision de Vladimir Poutine de réunir son conseil de sécurité demain?
Effectivement, il va officialiser une forme d'escalade, mais en tout cas, il faut quand même éviter le catastrophisme. Après cette explosion du pont vers la Crimée, la propagande russe est prise à court. En fait, dans le discours officiel, c'est tellement solide et la Crimée, pour les siècles avec la Russie, les officiels disent par exemple que les voyages touristiques des Russes n'ont pas été annulés vers la Crimée, tout va bien et même le trafic a déjà repris sur une piste. À la fois, tout le monde comprend qu'ils ont puni Zaporijia en bombardant les infrastructures civiles. Donc les plus radicaux au Kremlin appellent à rendre ça une politique de représailles, à officialiser cela et même à déclarer la guerre parce que, comme a dit Thomas Friand, officiellement c'est toujours l'opération spéciale, il n'y a pas de guerre. Et est-ce que vous pensez, Anastasia Kirilenko, que cette réunion demain de ce Conseil de sécurité, ça répond aussi à ces dissensions que l'on voit de plus en plus présentes au sein de l'état-major russe, également entre les services de renseignement russes et l'armée russe? Est-ce que c'est aussi peut-être aussi une sorte de recadrage qui va avoir lieu demain? Mais le recadrage a déjà eu lieu. Le chef des armées est changé. Maintenant, c'est quelqu'un aussi brutal que le précédent. Mais Poutine, il est en guerre contre la réalité. Donc, à la fois, bien sûr, il y a des discussions sur l'état de presque sa santé mentale. Mais en fait, juste en changeant des dirigeants, il ne peut pas changer la donne. Il y a aussi les sanctions qui ont un impact en fait colossal et des réserves de devises, des réserves financières de la Russie se réduisent. Est-ce que quand même dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une grande question. Donc escalade, c'est bien sûr une solution, mais il y a aussi une autre. Il y a les moyens. Oui, d'essayer de tenir, comme disait Dimitri Medvedev, un des piliers du régime de Poutine, il n'y a pas d'argent, mais tenez bon. C'était sa phrase célèbre prononcée en Crimée, et on pense à ça souvent maintenant qu'il va essayer de remobiliser encore l'opinion publique et même son propre entourage. Il y a par exemple, j'ai lu une comparaison, il y a 1 million de Siloviki, c'est-à-dire de policiers, des gens qui portent une arme, des fonctionnaires, il y en a beaucoup en Russie, mais pourquoi pas essayer de les envoyer au front finalement? Pour l'instant, ils sont épargnés. Vous parliez de Zaporijia il y a quelques instants. Est-ce une vengeance de Vladimir Poutine? En tout cas, il y a eu de nouveaux bombardements sur la ville de Zaporijia ce dimanche. Les autorités ukrainiennes annoncent 17 morts. Ce sont des immeubles d'habitation, vous le voyez, qui ont été pris pour cible. Réaction du président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram, qui dénonce, je cite, encore des frappes impitoyables sur des gens pacifiques. Un acte d'une méchanceté absolue, le mal absolu, perpétré par des sauvages et des terroristes. C'est une nouvelle fois, ce sont Thomas Friand, des civils qui sont pris pour cible. Ça va toujours dans cette stratégie du Kremlin. Oui, et d'ailleurs le Kremlin, en ayant nommé le nouveau commandant des forces qui sont envoyées en opération militaire spéciale, le général-colonel Surovikin, n'a pas changé de ligne, puisque ce général s'est illustré en tant que commandant des forces aérospatiales de l'armée russe en Syrie en 2015, en ayant piloté les bombardements russes menés là-bas, qui ont fait, selon les estimations de différentes ONG, entre 2000 et 8000 civils morts sous les bombes russes. Donc le général qui a été désigné pour commander les opérations en Ukraine est ostensiblement quelqu'un qui n'a aucun problème avec les pertes civiles. On savait que la Russie n'en avait pas, mais là c'est une confirmation de la chose. Ce qui est intéressant, c'est la concomitance des faits, parce qu'au moment où le directeur général de l'AIEA alerte la Russie sur le fait qu'il est indispensable de mettre une zone de protection autour de la centrale de Zaporijia pour éviter ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire le fait que
la centrale soit coupée de son alimentation électrique et soit obligée de fonctionner sur ses réacteurs, sur ses générateurs d'urgence pour assurer ses fonctions vitales de sécurité et de sûreté, eh bien, au même moment, les bombardements sur la zone civile autour de Zaporijia continuent. Comme d'habitude, la Russie envoie sous forme de bombes des messages pour dire elle fait peu de cas des appels raisonnés des instances multilatérales pour prendre soin des populations civiles et des risques civils qui existent, notamment avec une centrale nucléaire la plus grande d'Europe qui se trouve dans cette zone. Merci Thomas Friang, merci Anastasia Kirilenko de nous avoir apporté vos éclairages sur cette actualité russo-ukrainienne aujourd'hui. 16h48, on passe tout de suite à notre chronique santé. Profitez pleinement de votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous. À la une ce dimanche, l'activité physique. Eh bien, l'activité physique, elle est désormais reconnue par l'HAS, la Haute Autorité de Santé, comme un traitement à part entière. Alors comment ? Pourquoi ? Eh bien, les explications du Dr Roland Santowski. Vous êtes médecin du sport et fondateur de Mon Stade, qui est une maison sport santé à Paris où on prescrit justement cette activité physique. Alors, est-ce qu'il est légitime aujourd'hui de dire oui, l'activité physique, c'est un médicament ? Et l'activité physique aujourd'hui est grade A dans un grand nombre de pathologies, ce qui justifie même que dans certains cas, ce soit le traitement de première intention. Quelqu'un qui commence une hypertension, qui commence un diabète, devrait se voir prescrire l'activité physique avant le médicament. Ça retarderait la prise du médicament. Alors justement, quand on l'a prescrit, on comprend bien pour un médicament en pharmacie, mais là, ça se passe comment ? Alors ça se passe comment ? D'abord, comment marche le médicament activité physique ? Son efficacité est liée au fait qu'on sera moins sédentaire, et la première chose à faire, c'est déjà de fractionner le temps assis dans la journée. Son efficacité sera liée au fait qu'on bougera plus, et donc augmenter le nombre d'escaliers ou de distances possibles fait à pied dans la journée, par exemple. Et puis son efficacité, surtout lorsque la maladie est avérée, elle passe par l'optimisation, l'amélioration de vos indicateurs de la condition physique, amélioration de la composition corporelle, diminuer l'agressivité de la graisse et augmenter le caractère protecteur du muscle, améliorer vos capacités cardio-respiratoires pour mieux oxygéner vos organes et améliorer vos compétences musculaires. Le muscle est le moteur de notre vie. Roland Santowski, merci. Donc, action, il faut bouger. Allez, on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec Shiva, ménage et repassage à domicile. Shiva, vous allez adorer rentrer chez vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est Ronald Guintrange avec BFM Story Week-end. Il reviendra bien sûr sur cette galère qui se poursuit aux stations-service avec toujours ces files d'attente parce que ce dimanche, près de 30% des stations-service connaissent des difficultés d'approvisionnement en carburant. Ronald Guintrange qui recevra dans un instant Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. Bonne fin de week-end sur BFM TV. Bonne journée à tous.